exemple, on a des diasporas vraiment à travers le monde. Donc il y a d'autres pays quand même qui sont des pays d'accueil, parce qu'ayant des conditions vraiment favorables, qui attirent vraiment les populations d'autres horizons, par exemple comme nous Africains. Mais de façon globale, c'est beaucoup plus profond, parce que l'explication même qu'on pourrait donner vraiment de la question de l'immigration, surtout aujourd'hui de la question de l'immigration clandestine, ne pourrait pas être quand même vue sous un seul angle. Parce que déjà, plusieurs théories ont été développées. Par exemple, la théorie par exemple économique ne développe la question de l'immigration clandestine ou de l'immigration de façon globale que sous l'angle du travail. Alors que si vous allez au niveau des théories par exemple sociologiques, des théories par exemple systémiques, il y a des paramètres culturels qu'il va falloir prendre en compte et mettre en avant pour par exemple expliquer. Parce que comment par exemple qui vont à l'exode rural, oui. qui affrontent on va dire la mer, mais sont à la recherche d'un Eldorado. Il y a que ça qui peut. Monsieur Diaby par exemple, ce déplacement on va dire. Monsieur Diaby, je puis vous dire que dans ceux qui, comment dirais-je, dans le listing de ceux qui ont péri, si vous faites vraiment le décompte, si vous avez les profils, vous avez pratiquement tous les profils. Il y a des femmes enceintes. Il y a des mères vraiment fraîches. Il y a, par exemple, ceux qui ont vendu leur boutique. C'est des choses que nous voyons quotidiennement. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui a sa boutique au Sénégal et qui vend cette boutique-là pour par exemple, aller ailleurs? Est-ce que c'est pas parce que cette personne a espoir? Non, mais espoir par rapport à quoi? Parce que je pense que là, quelqu'un qui est inséré, qui travaille, qui a vraiment une profession exercée, qui gagne sa vie noblement, vend tous ses biens pour partir en Europe. Donc c'est dire que, comme l'a si bien précisé Madame Ndoye, c'est une question en réalité à étudier sociologiquement. Parce que la question même de l'imaginaire social est à revoir à ce niveau. Parce que comment, dans une société comme la société sénégalaise, qui à ses débuts n'était pas une société vraiment qui migrait, est parvenue quand même à vraiment asseoir une situation vraiment presque inexplicable. Presque inexplicable. Parce que une mère qui vraiment va voir le marabout, va mobiliser tous ses biens pour envoyer son fils vraiment vers l'Eldorado, moi je pense bien que c'est tout à fait compliqué. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on pouvait quand même mettre à contribution cet argent-là pour pouvoir quand même monter une entreprise en réalité familiale. D'accord. Êtes-vous convaincu par des propos de M. Diouf, le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse? M. Diouf, autant pour moi, Demba Diop. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation, saluer très chaleureusement Mme Ndoye. Diop, de la qualité des interventions qui ont été faites, ainsi que les téléspectateurs, les travailleurs de Africa 7. Alors, moi, il me semble que l'analyse de la question de l'immigration clandestine met en avant plusieurs facteurs. Et c'est ce qui fait peut-être un peu sa complexité. Le premier facteur relève de la responsabilité des pays africains, donc du contexte africain, avec tous les problèmes et toutes les contradictions qui traversent nos sociétés. D'abord, il faut voir au niveau familial. La famille s'est désarticulée ces dernières années et ne joue plus complètement son rôle de noyau social de base. Où évidemment on conçoit la famille comme un atelier à l'intérieur duquel on inculque à l'individu un certain nombre de valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Ensuite vous avez le cadre communautaire qui s'est délité. On est de plus en plus au Sénégal dans un contexte qui favorise, qui promeut l'anonymat. Vous êtes dans un milieu où finalement on sent de moins en moins la pression communautaire sur l'individu. Comme si l'individu maintenant se donne la possibilité de faire certaines choses. Les dérapages sur tous les plans, dérapage sur le plan langagier, dérapage sur le plan comportemental, dérapage sur le plan relationnel, les dérapages atteignent des proportions de plus en plus élevées parce que justement le contrôle communautaire sur l'acteur devient de plus en plus faible. Maintenant au niveau de nos États, est-ce que les politiques publiques qui sont mises en avant pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la misère, pour lutter contre une situation de précarité, est-ce que ces politiques publiques atteignent toujours leurs objectifs? Non, il me semble évidemment qu'il y a aujourd'hui des efforts encore à faire. D'abord, en termes de construction de ces politiques publiques, je crois que dans certains États, il y a quand même des pas qui sont franchis en termes d'association et d'implication des acteurs à la base dans la construction, dans l'élaboration de ces politiques publiques. C'est tout le sens des politiques orientées vers la décentralisation, l'émergence de tous les acteurs, la prise en charge des besoins des acteurs au niveau local, etc. Mais il me semble qu'il y a encore des pas à faire parce que précisément le contexte africain aujourd'hui reste encore un contexte à problème sur le plan économique notamment. Et pour ramener un peu, on va dire, le problème à l'échelle nationale, est-ce que on va dire c'est ce qui se passerait un peu derrière la tête de ces jeunes
qui décident avec leurs parents d'emprunter un peu, on va dire, le chemin de la mer au risque de leur vie. Oui, j'ai entendu... Quand les parents vont jusqu'à donner de l'argent à leurs enfants, ces parents n'ont plus espoir. J'ai entendu Mme Ndoye dire qu'évidemment, nous sommes dans une société où l'avoir a tendance à prendre des proportions élevées et inquiétantes. Moi, je le dis souvent, dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. Alors cette situation-là est une situation problème, c'est des désarticulations qui sont en train de traverser nos sociétés et qui traversent d'ailleurs toutes les sociétés. Il n'y a pas de société statique. Donc, facteur excessivement complexe dont il faut tenir compte. Il faut que les autorités co-construisent avec les populations des politiques publiques en matière de développement économique qui soient pertinentes et qui soient bien conduites et qu'on essaie de lutter le plus possible pour résorber les écarts entre les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres, les gens des milieux périurbains, les gens des milieux urbains et les gens du milieu rural. Je crois qu'il faut à ce niveau-là faire... Est-ce que vous connaissez, lorsque le colonisateur est arrivé, dans le cadre de l'économie de traite, il a installé l'essentiel des infrastructures de production et de transformation au niveau du littoral. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de la littoralisation de l'activité économique au Sénégal. Regardez le littoral, la grande côte qui va de l'ancienne région du fleuve, le Matam et Saint-Louis, et qui va jusqu'au Finistère, qui constitue Dakar, la petite côte, et puis ensuite la côte terminale qui va jusqu'à Cap Skirring. C'est cette façade océane qui concentre l'essentiel des infrastructures de production dans le cadre de l'économie de traite. Qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Dakar est la région la plus petite du Sénégal, moins de 1% du territoire sénégalais, 550 km² seulement, et Dakar concentre plus du quart de la population sénégalaise. La région de Dakar est aujourd'hui plus peuplée que le Gabon tout entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir des années 70, avec les cycles de sécheresse, les populations ont quitté en masse le monde rural et sont venues se concentrer au niveau des milieux urbains et notamment au niveau de Dakar. Est-ce que les autorités à cette période-là avaient pensé à un schéma d'aménagement du territoire qui tienne compte du développement des localités et de la nécessité de fixer les populations dans ces localités en leur offrant des conditions de vie qui soient décentes? Parce que moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé également à travers le drame de l'immigration clandestine, avec les chiffres ou les révélations sorties récemment avec donc, des jeunes, on va dire, de l'Est du pays qui ont péri vraiment, on va dire, dans ce drame, moi, cela me fait tilt à l'esprit, ça me fait vraiment peur parce que ces jeunes qui, entre guillemets, ne connaissent pas la mer, ils tout simplement vraiment d'emprunter la mer à travers donc la Libye, devenue un pays vraiment chaotique que personne ne contrôle plus. Alors là, il y a un problème. On a l'impression que vraiment ces jeunes ne se voient plus comme par exemple être des jeunes sénégalais ou bien. Deuxième facteur, vous bien sûr. Alors parce que si je ne le dis pas, je serai vraiment injuste. Donc premier facteur, le cadre africain qu'il faut questionner, l'organisation sociale, l'organisation familiale, la conduite de nos politiques de façon générale et surtout de nos politiques économiques. Deuxième chose qui me semble importante, c'est la posture injuste des pays et des États occidentaux. Injuste. En matière de politique d'immigration, je suis d'accord avec Mme Diom. Oui. Je suis d'accord avec Youssou Ndour sur leur position. En réalité, c'est inadmissible qu'après des siècles d'esclavage, ce n'est pas pour pleurnicher sur notre sort historique, après des décennies de colonisation, après des décennies de néocolonisation que nous vivons encore aujourd'hui, avec un contexte de mondialisation qui nous marginalise davantage, un rapt systématique organisé par les États africains, et je pèse mes mots, pour vider les pays africains de toutes leurs richesses du sous-sol et du sol. Ces gens-là disent nous fermons nos portes et vous ne venez pas. Ou alors si vous devez venir, nous prenons les meilleurs d'entre vous. À un certain moment, Nicolas Sarkozy, qui était le président de la France, parlait d'émigration choisie. C'est simplement inadmissible, c'est un scandale. Alors, il appartient aux États africains de faire face à ce scandale. Moi, ça me fait très mal. Aujourd'hui, le Sénégal, à lui seul, ne peut pas régler le problème. La Gambie, à elle seule, ne peut pas régler le problème. Le Mali, etc. Il faudrait une réponse concertée. Il faudrait développer véritablement une unité africaine forte, assise sur des bases solides et orientée vers une exploitation autonome de nos richesses. N'êtes-vous pas inquiet quand l'Union africaine tarde vraiment à on va dire, parler de ce problème qui traînerait entre guillemets les pieds toujours, hein? Mais c'est pas possible, je crois que c'est bon. C'est une transition facile, vous laissez la parole à Merci beaucoup, cher Diaby. C'est difficile même de rigoler sur le thème. Tellement c'est sérieux, tellement c'est choquant, tellement ça a pris le temps de s'installer et que personne n'en a parlé. En vérité, j'ai démarré tout à l'heure avec la société et je remercie le sociologue d'être entré vraiment dans le sujet. Mais j'en arrive aux États africains, avant de parler de l'Union européenne particulièrement, des Nations Unies, du système occidental par rapport à l'immigration.
tous les individus ont le droit de migrer et d'aller où ils veulent. C'est un bien acquis, c'est un droit, et c'est clair. Seulement, nous, Africains, pour avoir été déjà colonisés, vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi en Libye on a eu autant de présence sénégalaise sans le savoir? Sans le savoir parce que personne n'en parle. Nous le savons parce que nous l'avons déjà vécu. Mais vous savez que jusque vers le Kolda, tous ceux qui sont des arabisants à la base, qui travaillent avec la langue arabe, sont tous dans des pays arabes autour de l'Afrique. Et que ce sont les politiques étrangères occidentales qui ont brisé les États de cette zone-là. Nous avons connu le printemps arabe. Et c'est la main de l'Occident qui est venue perturber ces pays-là. C'est la main de l'Occident qui a perturbé la Libye, qui a fait que justement cet élément régulateur qu'avait été Kadhafi, justement, aujourd'hui qu'il n'est plus là, on sent qu'il y a un laisser-aller que personne ne pourra maîtriser. C'est devenu une porte. Et tel que l'a dit Louis Michel lorsque nous avons été à Strasbourg, forcément l'Europe et l'Afrique iront ensemble ou ne seront plus. Alors, parce que justement, allez-y. Oui, dans ce cas, peut-être c'est un peu, on va dire, un cheveu dans la soupe. Tout à l'heure, il a un peu parlé de Nicolas Sarkozy, raison pour laquelle je me suis un peu souvenu quand même de ça. On va dire de son déplacement même à Dakar, quand il disait sa fameuse phrase d'Abbé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy qui dit en fait le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer. On va dire du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or, qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la raison qui n'a jamais existé. Nicolas Sarkozy n'est pas ma référence. Ce qu'il est venu dire en Afrique est une injure. Il n'est pas ma référence. Ce qu'il est venu dire ici est une injure, justement, que nous-mêmes. Il y a un terme que les Sénégalais utilisent tout le temps et c'est comme s'ils ne le maîtrisaient pas. C'est ce qui nous manque. Nous ne croyons pas en nous. Mais n'a-t-il pas raison, l'Africain Gomoud Bapam? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il ne peut pas avoir participé, lui ou ses ancêtres. De toute façon, lui aussi, c'est un émigré. Ils ne peuvent pas avoir vécu dans l'immigration, avoir conçu l'immigration, avoir vécu dans ça, utiliser des peuples et venir aujourd'hui se donner en donneur de leçons. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que je ne puisse pas avoir dans mes tripes et dans mes veines autant l'engagement que je ne peux pas l'avoir dans chacun des Africains que nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit en Wolof, et aujourd'hui nous voyons que l'Occident tout entier veut nous lâcher, nous n'allons pas l'accepter, parce que ces barrières-là, nous allons les briser et les forcer, mais nous devons faire comme l'Israël, qui a plus d'habitants à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous devons faire comme le Cap-Vert, qui se construit aujourd'hui par son immigration. Nous devons faire comme l'Italie, qui a été faite par son immigration. Et c'est pourquoi il a été meilleur d'émigrer en Italie qu'ailleurs. Ils ont été plus consentants, ils nous ont mieux compris, parce que c'est un peuple d'émigrés. Mais ce qui me choque n'est pas encore à ce moment-là. Ce qui me choque, c'est que nous tous nous habillons européens. Nous tous mangeons extérieur. Nous tous mettons des chaussures de l'extérieur. Nous ne mangeons pas ce que nous produisons. Nous n'aurons pas le développement tout de suite, le développement économique capital pour le jeune qui a besoin de travailler. On ne peut pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une mesure drastique de chaque pays d'offrir un emploi à tous, pour réduire la différence qu'il y a entre les pseudo-nantis, entre guillemets, et ceux qui n'ont absolument rien. Ça, c'est des politiques hardies tout de suite. Alors, à l'échelle nationale, êtes-vous convaincu par quand même les politiques d'emploi qui sont actuellement en train d'élaborer par le gouvernement? Tout de suite, nous pouvons, justement, par le Gumsebop, nous pouvons créer 150 000 à 200 000 emplois, simplement en consommant sénégalais. Consommant. C'est-à-dire, il faut que je me refuse, moi, à mettre un bazin là où le wax est fait à Dakar. Mais si on m'oblige à mettre du wax, alors que ce wax n'est pas fait à Dakar, il est encore fait en Chine, il est fait en Hollande, je refuse aussi de le mettre. Et je pense qu'il faut que non seulement nos industriels soient plus courageux pour entrer dans ces secteurs-là, mais il faut que chaque Sénégalais sache que s'il continue à préférer, nous sommes sur le plateau, hein, je ne sais pas qui a mis quelque chose qui est fait à Dakar. Sur le plateau et sur les plusieurs millions de Sénégalais, nous ne mettons jamais, il faut créer de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont faire les tailleurs? Et si les tailleurs travaillent, avec quel tissu, avec quelle étoffe ils vont travailler? Si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faudra que définitivement nous sachions que nous devons consommer sénégalais. Si nous devons prendre des chaussures, il ne faut pas qu'elles viennent d'Italie, il ne faut pas qu'elles viennent des États-Unis, il faut qu'elles viennent du cordonnier de mon coin. Il faut que les cordonniers de Médina travaillent. Il faut que chaque Sénégalais puisse avoir sa dépense quotidienne par le fruit de son travail. Il faut que dans les écoles, et je termine juste, il faut que dans les établissements scolaires et dans les maisons, on cultive cette politique de se battre pour devenir quelqu'un de bien et pas de se battre pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on fait feu de tout bois. Les appartements SM.
chacun se met dans son coin, qui vend de la drogue, qui est passeur, qui d'autre va aller se casser la tête ailleurs, parce que simplement il n'y a plus cette vertu, il n'y a plus cette fibre qui fait de nous des hommes et des femmes de valeur. Et nos États, incapables justement de donner des solutions, parce que chaque gouvernement qui arrive fait table rase de ce qui a été fait et veut amener quelque chose de nouveau. Ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous passer d'un ministère du Sénégal de l'extérieur pour arriver à une direction sous la tutelle d'un ministre qui est déjà hyper chargé? Comment pouvons-nous avoir aussi un autre secrétaire d'État pour faire de la dichotomie ou pour faire un peu chacun dans son coin va tirer pour faire quoi? Il nous faut des politiques cohérentes. Le ministère du Sénégal de l'extérieur est devenu aujourd'hui assez criard, il s'impose, il faut qu'il revienne. Parce qu'à l'extérieur, la diplomatie, elle est feutrée, la diplomatie, c'est le ministère des Affaires étrangères, mais la gestion du Sénégal de l'extérieur, c'est la gestion individuelle de chaque Sénégalais qui vit à l'extérieur. Et ça, c'est le ministère. J'en sais beaucoup plus que je ne puis dire sur ce plateau. Et je pense que donc chaque Sénégalais, et nous avons plusieurs types de Sénégalais. Si vous allez au Canada, le type de Sénégalais que vous avez, il est instruit. Il est excellent. Ils sont dans les universités, ils en sont les recteurs. Si vous allez à Genève, les Sénégalais sont instruits, ils sont excellents, et même en France. Mais si vous allez en Espagne, si vous allez en Italie, au Portugal, si vous allez dans certains pays, c'est des moudou-moudou. Il faut les gérer, on ne peut pas les laisser comme ça. Vous allez dans les frontières, vous trouvez des Sénégalais qui ont fait 6, 7, 8, 12, 14 mois de geôle, parce qu'ils sont dans des grilles, et c'est des milliers. Les parents ne savent pas s'ils sont vivants ou morts, eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils sont, mais ce sont leurs belles années que nous perdons. C'est leur tête que nous perdons, leur formation, leur engagement pour le pays. Qu'est-ce que nous en faisons? Dans ce cas, il serait important vraiment de parler des politiques, on va dire, d'emploi qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Juste un dernier mot avant de passer à M. Diop. Oui. Juste un dernier mot. C'est que lorsque nous quittions ce gouvernement et le pays, nous ne le disons pas pour qu'on parle, les textes sont là, les documents sont là, les gens n'ont qu'à les utiliser à satiété. Nous avons organisé ce qu'on appelle la semaine du migrant, qui a été un énorme brainstorming, où tous les Sénégalais, d'où qu'ils puissent venir, sont venus faire un brainstorming général, qui devait déboucher sur un conseil présidentiel qui n'a jamais eu lieu, mais il faut qu'on revienne remettre ces documents-là, reconvoquer certainement d'autres Sénégalais, faire un brainstorming et qu'eux-mêmes ils puissent poser leurs problèmes. Le problème de la gestion, de la migration, parce que tout le monde va où il veut, ça qui est normal, le problème de la migration, de la vie à l'extérieur et du retour. On a moins parlé de retour depuis que ce nouveau gouvernement est arrivé, alors que nous étions dans une politique hardie et très avancée de retour, de concert avec les autres organismes que nous partageons. Pourquoi a-t-il fallu que brusquement on s'arrête d'en parler? C'est pourquoi les gens se jettent comme ça à l'eau, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Vous partagez son point de vue juste pour entrer dans le vif du sujet? Dans une certaine mesure, et de notre côté pas du tout, parce que dire que les autorités à chaque fois font tabula rasa et reviennent avec vraiment un nouveau sac, ça pose problème, parce qu'on est dans un pays où quand même la construction elle est quand même progressive. Maintenant, toujours dit qu'on s'inspire du passé, mais avec peut-être de nouvelles armes et de nouveaux partenaires quand même pour s'attaquer aux véritables problèmes. Et je pense bien que aujourd'hui on a le PSE. Le PSE qui est quand même le référentiel unique mis en place par le chef de l'État et sur la base duquel quand même toutes les actions du gouvernement en réalité se moulent. Et je pense que l'ensemble quand même, le portefeuille de projets que nous avons aujourd'hui, le portefeuille quand même de politique mise à la disposition des populations, je pense que nous permet de régler définitivement quand même la question en réalité du chômage. Ce ne sera pas de revers de main, ça c'est pas possible. Mais toujours est-il que par rapport quand même vraiment aux avancées que nous notons aujourd'hui, je pense bien qu'il y a quand même lieu vraiment d'espérer. En tout cas aujourd'hui, je puis dire que l'État a fait des facilités vraiment au niveau quand même des affaires. Mais le problème que nous rencontrons, c'est que le secteur privé n'est pas assez fort pour pouvoir absorber quand même le nombre de demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait réel. Et depuis 2000, je pense, ou avant même 2000, les chiffres que nous avons aujourd'hui montrent que 2013 et 2014 sont les années qui ont enregistré le plus grand nombre en réalité de contrats formels de travail
en réalité matérialisé au niveau du Sénégal. Donc c'est dire que des grandes enjambées en réalité sont vraiment réalisées aujourd'hui. C'est paradoxal avec ce qu'on voit, parce que dès que vous sortez, que vous demandiez à la population est-ce que vous avez travaillé, les gens vous disent non, on n'a pas travaillé, c'est difficile. Vous savez, vous avez créé l'ANPEJ, donc vous avez créé aussi le PAPEJ, le PRODAC, tout ça. Mais jusqu'à présent aussi, on ne sent pas tellement, on va dire, ces structures au niveau de la jeunesse aussi. Effectivement. Donc aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Oui. Le président Macky Sall n'est en place que depuis 2 ans. Maintenant 3 ans. 2012. Donc de 2012 à aujourd'hui, oui, je pense bien que des choses en réalité ont été vraiment faites. Parce que vous imaginez que dans le cadre du secteur même de l'emploi, il y avait quand même 4 structures qui étaient là, qui géraient les questions d'emploi, mais quand même avec vraiment des critères qui laissaient vraiment à désirer. Et aujourd'hui, on se rend compte que le président de la République commence d'abord par vraiment les valeurs. Il commence par vraiment les comportements dans la gestion même du service public. Et aujourd'hui, on se rend compte que au niveau de l'ANPEJ, tout a été assaini et on a un guichet unique qui nous permet en réalité de prendre en compte les aspirations des jeunes en termes d'emploi. L'ANPEJ a été mise en place au 1er janvier 2014, ça je ne vous l'apprends pas. Et aujourd'hui, on est en phase quand même d'aller vers la concrétisation d'un certain nombre de choses. Vous êtes là, vous avez pu constater la multitude de conventions qui a été vraiment signée par le directeur général de l'ANPEJ, M. Amadou Lamine Dieng, et qui va faire l'objet d'une matérialisation immédiate. Il y a des centaines et des centaines de projets qui vont quand même être vraiment financés sous peu. Il y a des parallèlement, projets, c'est bien, des projets sont là, qui vont être finalisés, mais pendant ce temps, on va dire, le temps n'attend pas. Parce qu'on a vu aussi des jeunes qui sont à l'intérieur du pays, qui vont se donner comme ça. Combien sont-ils? On ne sait pas trop bien. C'est juste des chiffres qu'on a entendus comme ça. Il a fallu donc vraiment ce drame de l'immigration clandestine. Et il reste encore des chiffres. Des chiffres, hein? Alors sûr. Là, ça fait peur. Hein. Au fait, nous ne sommes pas quand même quantophrènes, comme le disent vraiment les sociologues. On n'abuse pas de l'usage des chiffres. Mais ce que nous avançons aujourd'hui peut être vérifié sur le terrain. Allez-y quand même, par exemple, dans le cadre du PRODAC, au niveau de CFA, au niveau de Sédhiou. Ceux qui parlent n'ont pas été sur le terrain. Qu'ils y aillent. Cette année, on a pu recruter 42 diplômés qui viennent fraîchement des universités sénégalaises et qui ont été uniquement formés en agronomie pour encadrer 1591 jeunes incubés qui vraiment font l'objet quand même de travailleurs dans le cadre de l'entrepreneuriat de près de 56 comment dirais-je, opérateurs sur le terrain. Mais ceux qui n'ont pas fait. Donc ça c'est déjà consistant. Oui. Et rien qu'à CFA cette année, on a eu 4000 pratiquement emplois temporaires et plus de 2000 presque d'emplois en réalité créés au niveau rien que du DAC de CFA. Et parallèlement, le Premier ministre, oui, il a hier quand même lancé le DAC de Kédougou de Itato. Et ce DAC-là quand même fera plus en réalité que ce que nous avons à Kolda. Et nous avons un projet de 10 DAC dans le cadre quand même du PRODAC qui nous permettra à terme quand même d'atteindre l'objectif de 300 000 emplois qui est prévu quand même dans les 4 ans. Alors, parallèlement, l'ANPEJ va créer 110 000 emplois. Et dans le cadre du PAPEJ aussi qui a fait l'objet d'une signature de convention hier de financement de projets de jeunes, on en est aujourd'hui à 15 000 emplois que nous envisageons. C'est bien. Donc rien que dans le cadre de ce magistère du président Macky Sall, oui, par exemple, avant le 31 juin, oui, on en arrivera et vous verrez que c'est du concret. On financera 800 projets de jeunes et de femmes sénégalais, rien que dans le cadre. Alors, moi je vais rester avec vous pour vous poser une petite question. Je voulais juste savoir, est-ce que vos projets ne concernent que des jeunes qui ont fait des études, ou bien vos projets concernent tous les jeunes? Parce que ces jeunes qui ont péri en mer, on peut dire la majeure partie n'ont pas fait des études, ce sont des jeunes comme ça en alphabet, ou bien qui ont appris le Coran tout simplement, ou qui vont juste faire des travaux champêtres. Du tout. Vous savez, on a l'impression qu'ils sont exclus. Un État quand même n'intervient pas ex nihilo. Un État intervient toujours vraiment en maîtrisant un certain nombre de paramètres que tout le monde ne connaît pas certainement. Madame Ndoye pourrait quand même en témoigner. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas en public, mais que l'on se contente juste quand même de mettre en œuvre. Et je pense bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même mettre sur le dos du président Macky Sall ou de mon ministre Mbaye Kania tout le problème du Sénégal. Parce qu'il y a une situation que les gens ont héritée depuis 1960-1961. Donc aujourd'hui, rien que par exemple au niveau de l'enseignement, les gens parlent de lenteur administrative, etc. C'est des choses qu'on a héritées depuis quand?
Il y a des problèmes de procédure dans les textes. Il y a autant de trucs qu'il va falloir changer en termes de pratiques administratives, mais aussi et surtout en termes de comportement même individuel des citoyens. Mais aujourd'hui, ce que je puis vous dire, c'est que vraiment, on a vraiment un portefeuille de projets qui nous permettra quand même à terme d'arriver à maîtriser complètement vraiment cette question-là. Maintenant, il y a une frange de la population, le temps passe vite, hein. Il y a une frange de la population qui est dans cette optique-là d'émigrer. Il y a des gens qui ne peuvent en réalité, qui vraiment sont dans cette logique-là de partir et rien ne peut les retenir. Il y a des gens qui, quelle que soit la politique d'emploi mise en place, vraiment ils vont partir. Donc là, je pense bien qu'il y a lieu de sélectionner et de ne pas se contenter de politique, de commentaires faciles. Parce que l'État, quand même, est là, en train de mener quand même un certain nombre de politiques pour le bonheur des populations, mais on ne peut pas toujours vraiment impliquer vraiment la responsabilité unique de l'État. Je pense que Djibi Diakhaté, vous avez suivi monsieur Diop et Madame Gonendoy. Moi, je voulais juste poser une question. Est-ce que le gouvernement a atteint sa cible? Est-ce que le gouvernement a bien communiqué sur la politique d'emploi? Est-ce que ce sont, on va dire, est-ce que le gouvernement a réellement identifié les besoins de la jeunesse ou des jeunes? Il appartiendra peut-être au gouvernement d'apporter une réponse à cette question. Qu'est-ce que vous avez vu vraiment? Bon, en fait, moi, je pense que nous sommes devant un problème très sérieux. Très sérieux, c'est sûr. Parce qu'il y va du devenir de notre société. Aujourd'hui, la pyramide des âges, la pyramide démographique du Sénégal révèle ou montre une base pyramidale ouverte. Ça témoigne de la jeunesse de la population. Nous avons une population jeune. Cela n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Normalement. La jeunesse de la population, pour une société, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Il s'agit maintenant de former ces jeunes et de les mettre au service du développement de la société. Et c'est possible. Mais pour ce faire, je crois qu'on a besoin de nous entendre sur un minimum. L'un des problèmes que nous avons dans notre société, justement, c'est ce consensus minimal à partir duquel on bâtit des programmes de développement qui engagent les responsabilités des uns et des autres. C'est pourquoi moi j'ai pensé que le Haut Conseil du dialogue social qui a été mis en place va travailler dans le sens peut-être de promouvoir un véritable dialogue politique et social pour mobiliser toutes les énergies autour de l'essentiel. Le PSE, quelle que soit sa pertinence, est voué à l'échec s'il n'y a pas une participation et une appropriation massive des populations. C'est clair. Quel que soit son Parce qu'on a l'impression que les populations ne et quelle que soit l'ingéniosité de ceux-là qui sont chargés de le piloter, s'il n'y a pas une suffisante appropriation de l'affaire par les populations, une participation forte de tous les segments de la société, ce programme est voué à l'échec. Alors c'est pourquoi je dis qu'il est nécessaire d'aller vers des plages de convergence fortes. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout. Mais il y a un minimum en matière de développement sur lequel on doit s'entendre. Sinon, on continuera de voir des jeunes qui périssent en mer. Il faut arrêter ça. Donc nous avons commencé par dire la part de responsabilité qui nous revient. Je connais mon ami Mamba Niang, salutations à lui en passant, très ouvert. Je crois aussi qu'il existe au niveau du régime des personnalités qui sont très ouvertes. Mais je crois qu'il faut aller en profondeur dans les relations et les jonctions, les échanges avec les autres segments de la société. Ce n'est pas bon, quel que soit le régime, de diaboliser son opposition. C'est une catastrophe. Ce n'est pas bon, quel que soit le régime, de diaboliser la société civile. Je crois qu'il est plutôt préférable de mettre tous les segments de la société parce qu'ils sont porteurs de propositions. Ils sont porteurs de programmes des fois. Ils sont porteurs de plans. Il faut mettre ces choses-là. Madame Doye disait qu'il y avait un large brainstorming qui avait été fait sur la question des migrants. Et que donc ces résultats devraient faire l'objet d'une capitalisation et constituer un point de départ pour toute réflexion ultérieure qui veut aller dans le sens de prendre à bras le corps cette question. Donc, pas de diabolisation, que l'on implique tout le monde parce que la question est sérieuse. Nous commençons par nous-mêmes parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous commençons par nous-mêmes, nous nous regardons à travers le miroir et nous nous dénonçons objectivement, sans tomber dans le narcissisme, en disant que ce que nous faisons est bien, mais sans aussi nous autoflageller en disant que ce que nous faisons est mauvais. Il s'agit simplement de procéder à une évaluation objective de toutes les politiques publiques qui ont été faites en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'emploi, en matière d'économie, en matière de culture, évaluer objectivement toutes ces politiques et voir en quoi ces politiques aujourd'hui ne répondent pas aux attentes véritables des populations. Je suis en phase par rapport à votre question. Deuxième chose maintenant, c'est qu'après avoir fait ça, nous disons qu'il va falloir établir des liens forts
avec les autres pays africains pour faire face à une ignominie développée par les Occidentaux. C'est une ignominie. Merci. C'est-à-dire que c'est une ignominie, c'est simplement inadmissible. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas dire ne venez pas chez nous, alors qu'eux, ils viennent chez tous les hairs et faquins de l'Occident, se donnent la possibilité de venir chez nous quand ils veulent. Oui. Et après, ils disent de vous, nous ne plus à préférons que les gens qui ont un certain niveau de formation et de qualification, nous voulons vous vider. C'est quand même inadmissible. Mais dans cette affaire, il y a une part de responsabilité quand même qui revient à nos États. La Libye aujourd'hui est devenue une plaque tournante dans cette affaire, mais qui a créé cette situation en Libye. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont créé cette situation de déstabilisation de la Libye, qui sont en train de déstabiliser toute l'Afrique subsaharienne. Vous êtes en train de voir ce qui se passe au Mali. On nous fait croire que c'est etc. Alors qu'il y a la main des Occidentaux derrière tout ça. Déstabiliser l'Afrique, la seule chose qui les intéresse, c'est l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol. Maintenant, dans cette affaire, la part de responsabilité des États africains, il faut aller vers l'indépendance véritable et non pas vers l'indépendance nominale. Aujourd'hui, la vérité... Vous pensez que la France-Afrique existe toujours? Oui, mais écoutez, l'essentiel de notre tissu économique aujourd'hui est entre les mains des grandes firmes, des grandes multinationales occidentales et américaines. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bon, le secteur privé, il faut le développer, mais les affaires chez nous, ça donne quoi? Lorsque quelqu'un est dans le secteur privé, des fois, c'est très lourd, c'est très compliqué, c'est très complexe. Et c'est toute une tradition de... Il a raison, c'est toute une tradition, c'est toute une histoire de notre administration, notre rapport avec le service public, notre rapport avec le business. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à appuyer quelqu'un qui est dans le business, quelqu'un qui est dans le service privé? Est-ce que nous sommes prêts à l'appuyer pour qu'il fasse des chiffres d'affaires importants et qu'ils puissent réinvestir et lutter contre le chômage? En réalité, des fois, on a l'impression que quand vous gagnez de l'argent, vous êtes suspect. Tout à fait. Ah oui, c'est la jalousie. Et regardez tout ce mais il y a un problème. Je veux dire que toutes ces questions-là méritent, parce que c'est des questions de fond, méritent des échanges forts entre les différents segments, entre les différentes catégories de la société. Et moi, je crois que c'est sur ce point-là qu'on attend prioritairement le Haut Conseil du dialogue social. Je crois que ça doit être une des missions prioritaires, travailler dans le sens de... Moi, je voulais juste poser une question quand même. On va faire un tour de table avant de venir aux conclusions, parce qu'il faudrait qu'on aille rapidement. Il ne reste plus que quelques, maximum, on va dire 10 minutes encore à passer ensemble. Alors, quand les parents vont jusqu'à même aider leurs enfants quand même, on va dire, à aller dans cet exode, on va dire, l'immigration clandestine. Alors que c'est de l'argent qu'ils donnent à leurs enfants. Et cet argent quand même peut être investi au Sénégal. Oui. Et que cet argent peut apporter quand même à ces jeunes, on va dire, beaucoup de choses. Je sais, c'est un peu, peut-être vous me faire expliquer qui pose un peu problème. Mais je reprécise ma question, ma pensée. Quand on va donc jusqu'à aider son enfant, lui remettre par exemple une somme, 300 000, 400 000, 500 000. Mais est-ce que cet argent ne doit pas servir à quelque chose quand même? Oui, si, devrait pouvoir servir à quelque chose. Sauf qu'on a un... Oui, allez-y. Moi, je pense que cela témoigne juste d'une chose. Vous avez 3 secondes alors. C'est que, par exemple, au Sénégal, dans un pays comme le Sénégal, les gens quand même n'ont pas été préparés dans le cadre quand même de la formation de façon globale ou de l'éducation vraiment à entreprendre. Aujourd'hui, regardez au niveau de nos universités ce qu'on a comme profil de sortie. Vous avez un étudiant qui est qualifié en droit, en maths, en ce que vous voulez. Dans le privé, vous allez banque, finance, gestion hôtelière, etc., etc. Mais à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a des jeunes qui ne peuvent même pas quand même élaborer un bon business plan à soumettre. C'est difficile. Et le ministre Mambaïna quand même ne cesse de le dire, d'inviter quand même les jeunes à se rapprocher des structures de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le président Macky Sall a mis un système en place, un système très cohérent. Aujourd'hui, par rapport au financement de projets de jeunes, je pense qu'il y a eu l'obstacle de la garantie, il y a eu l'obstacle du taux, il y a eu l'obstacle de l'apport, il y a eu l'obstacle même de structures chargées quand même de l'encadrement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'ANPEJ, on a le FONGIP, on a le FONSIS, on a hier, par exemple, le PAPEJ qui a lancé, par exemple, une ligne de financement de projet. Avec 4 milliards. Voilà, avec 4 milliards. Et avec ces 4 milliards-là, il n'y a pas d'apport personnel, il n'y a pas le taux est rabaissé à 7% et 8%. On est tous d'accord, M. Diop. Il a dit qu'on avait juste 10 minutes. Et je comprends, l'État a mis beaucoup de politiques sectorielles en place pour aider. Moi, mon problème, c'est que nous ne devons pas revenir tout le temps à l'administration centrale. Moi, je parle d'un sursaut national. Effectivement. Un sursaut national de prise en compte de ce que nous voulons faire et où nous voulons aller. Et c'est plus facile avec ceux, justement, qui ne sont pas diplômés, mais qui, justement, dans l'atelier de leurs parents, ont un métier qu'il faut juste finir.
Nous devons aller vers celui-là qui a produit le coton, qui le vend à l'extérieur pour qu'on en fasse du bazin, et que ce bazin, on revienne nous le vendre. Je voudrais que sur ce point-là, on s'arrête. Pour faire notre wax, notre bazin, notre brodé, sur place. Utiliser ce que nous voulons et vendre le reste. Qu'est-ce que l'Occident donne à faire travailler, que nous ne pouvons pas donner? J'arrive, justement, j'en arrive. C'est pour lui dire que nous avons, moi aujourd'hui, là je suis à la télé, 150 000 emplois dans les 3 mois, je vous les offre. Et on va vers le cuir. Les cordonniers de Rufisque, la famille Mbo. Le cuir, on le tanne au Sénégal. Produit semi-fini au Sénégal, on va le finir en Italie. L'Italie qui va garder ce produit, qui va le vendre très cher, que cette famille ne peut pas reprendre et que cette famille ne peut pas donner des bottes à notre armée, à la sous-région, à tous ceux qui demandent du travail. C'est-à-dire ce que nous voulons faire, c'est d'abord croire en nous-mêmes. Permettre à des petites et moyennes entreprises d'exister et de vivre. Nos produits halieutiques, il en a parlé tout à l'heure, toute la berge. Nous faisons des produits halieutiques que nous vendons aux Chinois qui vont nous le vendre au Sénégal de l'extérieur, de Paris et d'Italie et d'Afrique du Sud et de partout. Pourquoi ne faut-il pas que les Sénégalais par eux-mêmes produisent, consomment, fassent consommer l'Afrique de l'Ouest et fassent consommer l'extérieur? Voilà pourquoi les mamans, lorsqu'elles ont 400 000, 500 000 ou qu'elles vendent leurs bijoux, c'est pour donner à leurs enfants qui peuvent avoir ces petites et moyennes entreprises à l'extérieur. Vous savez que l'Inde, l'Asie en général s'est développée parce que justement nous avons des fabriques de 3 000, 4 000 personnes, chacun fait quelque chose et chacun gagne sa vie honnêtement. Mais ici il n'y a pas ces unités de production parce que il n'y a pas d'organisation qui puisse les accompagner. Je reviens à vous. Et tout de suite, je termine de toute façon sur ce point. Les organisations sont existantes. Je veux juste vous donner des exemples. Moi je suis une association qui a essayé de poser un link entre le retour, en tout cas la vie à l'extérieur d'abord, mais le retour et le mettre un link avec le développement communautaire à la base, le développement local, décentralisé. Ce n'est pas le lieu de le présenter. Mais c'est juste dire que j'ai frappé à beaucoup de portes et qu'il n'a pas été facile de financer mon association. Donc j'accompagne les autres associations qui se font financer et je pousse derrière. Donc ce que je vous dis là, le FES n'est pas intéressé par ce que je dis. Je parle du Sénégal parce que moi ce qui m'intéresse c'est développer, nous développer par nous-mêmes et pour nous-mêmes d'abord, afin de pouvoir nous armer et faire face à l'Occident, qui veut déstabiliser nos États, déstabiliser nos régimes et faire main basse sur nos réserves. C'est ça mon problème. Alors, Djiby Diakhaté, est-ce qu'on va dire le discours servi par nos dirigeants ou par exemple par les pouvoirs publics, pour être beaucoup plus précis au Sénégal, est-ce que ce discours est de nature à convaincre quand même ces jeunes? Il faut des réalisations concrètes qui permettent aux jeunes de rester et de rêver. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte de compétition. Le monde, comme dit Marshall McLuhan, se présente de plus en plus comme un village planétaire. Vous avez des différents fils qui sont interconnectés. Mais je crois qu'il est nécessaire de poser des actes qui soient de nature à faire rêver les jeunes, à développer des valeurs de citoyenneté. Je crois que le ministère de la Jeunesse aussi est... On est dans le cadre de l'élaboration de la charte nationale sur le civisme. Ouais. Et je pense que ça nous permettra peut-être d'avoir un consensus national par rapport quand même vraiment aux valeurs qui devraient quand même... Mais c'est important, c'est vraiment un chantier important. Diaby, oui, c'est un chantier important. Vous développez la riziculture, vous développez la pisciculture, vous développez l'élevage, vous développez des industries, vous développez le sport, vous mettez en place des infrastructures. S'il n'y a pas une citoyenneté forte, vous êtes voué à l'échec. Il faut une vraie citoyenneté et cette vraie citoyenneté, ce civisme, il doit être basé sur des valeurs fortes, mais des valeurs qui reflètent notre identité et notre fierté d'appartenir à un pays, de nous engager à construire ce pays. Si les jeunes prennent les pirogues et partent, qui va faire ce pays? Ce pays doit être fait pour eux et par eux. Les Occidentaux ne viendront pas faire notre pays. Au contraire, ils viendront prendre nos richesses. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors c'est à nous de rester, de développer notre pays. Mais pour ce faire, ces jeunes-là attendent un discours, ils attendent un rêve. Ils attendent un rêve. C'est important de faire rêver les jeunes. Absolument. Pas simplement de les mettre dans l'illusion, de les endoctriner, mais de les faire rêver. De poser des actes qui leur permettent de dire que demain ce sera Dieu. Et que nous demandent simplement en tant qu'actionnaires, parce que nous tous, nous devons être des actionnaires d'une seule et unique société que constitue le Sénégal. C'est la seule entreprise qui compte. Nous devons être des actionnaires en jouant complètement le jeu et en demandant en retour nos dividendes. Et je ne peux pas demander de dividendes si je n'ai pas posé des actes qui soient de nature à faire développer. En attendant de faire endormir ces jeunes et de les faire rêver vraiment. Donc, alors ce serait bien donc, de voir, parce que là on a terminé, hein, comment faudrait-il donc renforcer la surveillance? Parce que là j'ai lu un document
avec Mare Nostrum, qui a lancé en 2013 et qui avait permis donc en un an de sauver 170 000 personnes. Mais l'opération qui était dirigée par l'Italie coûtait très cher. Ça coûtait très cher, ça coûtait quelque chose comme 5,9 milliards de francs CFA. Alors, par mois, pour 900 soldats mobilisés, quotidiennement et 32 navires. Du coup, les Occidentaux se sont dit que ça coûtait trop cher, ils n'en pouvaient plus et ils ont donc tout simplement pris la décision de réduire, on va dire, tout ce dispositif. Donc le ramenant à 21 navires, selon Le Monde, hein, c'est Le Monde, c'est le journal français qui donne l'information, qui dit donc qu'il ne reste plus que 21 navires, 4 avions, un hélicoptère et 65 officiers pour un budget de près de 2 milliards de francs CFA. Mais tenez-vous bien, donc l'opération ne prévoit pas de patrouille en eau profonde, c'est juste donc des opérations de contrôle de frontières. Là, il y a problème. Comment faudrait-il donc dans ce cas faire pour renforcer la sauvegarde? Moi, je milite pour la police naturelle. Oui. Je milite pour le découragement de nos enfants. Je milite pour donner l'espoir au Sénégal. Oui. Je milite pour que nous créions, Cheikh Diaby, Boulson, nous pouvons créer des emplois très rapidement. Nous pouvons fixer nos enfants. Nous pouvons donner l'espoir au Sénégal. Nous en avons la capacité. Ils l'ont dit, l'Europe, Afrique, Europe, l'indispensable alliance. Ceci n'est pas ma référence parce qu'eux, ils ont parlé en termes de la richesse se trouve chez eux. Chez nous, il n'y a plus rien. Il faut qu'on leur parle et qu'on le caresse dans le sens du poil. Il faut qu'on y aille avant les Asiatiques, il faut qu'on y aille avant les autres. Et c'est pourquoi j'ai juste amené ce livre pour en parler. Et c'est des amis. Cependant, ce à quoi moi je crois, c'est que nous n'avons pas besoin de militaires. De 2008 à 2011, il n'y a plus eu du tout de clandestins. J'étais le ministre en charge de ce secteur-là. Mais c'est parce qu'il y avait une police. Moi, je veux que la police, elle soit dans mon oreiller, dans mon cœur, dans mon corps, et je parte avec. Que je me dise, je n'ai rien à faire en Europe, je n'ai rien à faire en Occident. Et ça, c'est justement ici que nos chefs d'État doivent nous faire rêver. Et en écoutant tout le monde. Merci. Et qu'on arrête cette question de penser qu'il y a des Sénégalais bons et des Sénégalais mauvais. Dans nos têtes, il y a quelque chose. Il faut écouter tout le monde, aller à l'essentiel et continuer à exercer votre pouvoir. Merci infiniment, Madame Bonono. Savoir échanger, c'est présidente l'essentiel. de la FEMIDEC, voilà, c'est ça. Alors, le mot de la fin, monsieur Diop. Oui, moi Comment faire pour retenir vraiment? Voilà, pour retenir quand même, je pense que le ministre de l'Intérieur quand même a eu à s'avancer par rapport à ça et a eu quand même à préciser que dans le cadre du partenariat Frontex par exemple, aujourd'hui on peut quand même garantir que même s'il y a des départs vraiment des côtes sénégalaises, ces départs-là ne sont pas quand même consistants. Ce qu'il faudrait faire, c'est comme l'a si bien dit Madame Doy, je pense bien que les gens, ils ne quittent faiblement nos côtes, mais ils passent par la Libye. Là, c'est un peu plus grave. Ils partent quand même. Donc, il faut les retenir par l'engagement, la tête, l'esprit et l'espoir sénégalais. Voilà, là, je pense que ça demande quand même un engagement quand même de tous les Sénégalais. En Afrique, par exemple, de façon globale, qu'on ait une rencontre quand même africaine, de plus s'il le faut, mais quand même un engagement quand même soit pris par les chefs d'État et que vraiment qu'on prenne à bras le corps quand même ce problème. L'autre aspect, c'est que pour terminer, nos milliardaires fassent quand même un peu preuve de patriotisme. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a des milliardaires, mais qui n'investissent pas pratiquement au Sénégal. Ça, c'est un sérieux problème. Le secteur privé est vraiment faible en termes d'intervention et je pense que l'État a fait presque toutes les facilités. Aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État ne peut pas donner des emplois. Le président de la République l'a précisé. Les fonctionnaires, ils peuvent pas être nombreux. Dans un État où il y a plus de fonctionnaires que d'administrés, je pense que ce ne serait pas un bon État. Maintenant, il faudrait quand même que le PSE fasse l'objet d'une adhésion en réalité nationale. Les gens savent que c'est un plan qui peut marcher, qui est porteur. Maintenant, il faudrait que tout le monde vraiment adhère. Vous allez ailleurs qu'au Sénégal, les gens font le shadow cabinet. Ils s'opposent en donnant quand même vraiment une critique vraiment objective des actions du gouvernement et non vraiment se livrer dans un nihilisme vraiment qui ne dit pas son nom. Djiby Diakhaté, pour le mot de la fin, comment faire pour retenir vraiment ces gosses? Moi, je crois que la solution proposée par Madame Doy est une solution idéale. J'ai donné une interview récemment à une radio suisse. Et le journaliste me disait est-ce qu'il ne faut pas renforcer le dispositif militaire de surveillance? Moi j'ai dit la même chose. Je crois que la surveillance est au niveau familial, la surveillance est au niveau des écoles, la surveillance est au niveau communautaire, la surveillance est au niveau des collectivités locales, la surveillance est au niveau des cercles confessionnels, confréries, religions. La surveillance, c'est le rapport entre administrateurs et administrés. Je crois que le Sénégal est un beau pays. Merci infiniment. Il faut que chacun de nous s'engage à le rendre. Merci infiniment, Djiby Diakhaté. Je rappelle juste que vous êtes sociologue. Merci également
également à vous, Demba Diop, directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse. Merci à vous aussi, Madame la Ministre. Ngone Ndoye, présidente de FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire. Il était question aujourd'hui vraiment de parler donc de l'immigration clandestine. La rédaction de Africa 7 a tout simplement décidé de poser le débat sur ce drame qui a fait plus de, on va dire, 1000 morts en quelques jours. Voilà, dans quelques instants, retrouvez Pape Ousmane Cissé pour la grande édition en Wolof. Demain, le journal en Wolof vous retrouve donc, c'est à 13h avec Ndeye Mariam Fall, 19h, Alune Dian ou donc Ibrahim Cissé, Pape Ousmane Cissé, voilà, c'est ça. Et à 20h pour la grande édition de Yaram Touré. D'ici là, portez-vous bien, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Africa 7.